Salut tout le monde, alors on se retrouve ici avec Guillaume, ça va Guillaume? Très bien Thierry. On a une superbe journée ici à Clermont-Ferrand, on est sur la place des Carmes, donc à Clermont, site d'origine de chez Michelin, on en parlera peut-être un petit peu après. Et on va démarrer une interview tracteur, mais je voulais démarrer ici sur l'extérieur, ça vient juste d'être inauguré je pense. Hein. Ça a été inauguré lundi dernier, lundi 13 septembre. Voilà, il y a même un petit café et puis une visite possible je crois, après il y a des aventures Michelin derrière. Mais en tout cas, il y a le café qui est ouvert au public. Le café est ouvert au grand public. Effectivement, il y a un espace en fait qui est dédié, qui peut accueillir tous les externes. Bon, après le reste est fermé, hein, parce qu'il y a beaucoup de secrets professionnels là-dedans. Donc on monte dans le tracteur tout de suite. Je laisserai Guillaume se présenter. Puis nous, on se rend donc à Ladoux, sur les pistes entre guillemets, mais aussi au centre de recherche, c'est ça? C'est ça, au centre de recherche de Ladoux, dans la rue de l'Innovation. Bon, allez, on est parti. Alors je précise qu'on a notre passe sanitaire, donc on va monter sans masque à l'intérieur parce que voilà, c'est les règles maintenant. Je monte en premier, désolé parce que je conduis. Voilà, moi j'accroche la petite caméra ici, hop, je lance l'autre. Et oui, vas-y, tu peux t'installer. Il y a une petite ceinture de sécurité comme on se promène en ville. Je m'installe également. Hop, c'est bien cadré quand même, hein. Nos auditeurs puissent en profiter. Bon, il fait toujours beau à Clermont. Alors écoute, on va dire qu'on a un petit peu de chance quand même aujourd'hui, parce que c'était pas forcément ce qui était annoncé au départ, mais c'est parfait comme temps. Demain il nous annonce de l'orage, je sais pas ce que ça va nous donner. Mais... C'est ce que j'ai entendu dire effectivement. Bon, alors d'habitude on peut pas se garer en tracteur ici. Non, effectivement. Voilà. On a quand même quelques petits avantages. Je pense que c'est le premier ou l'un des tout premiers tracteurs qui se gare sur la place des Carmes. Alors la porte, je crois qu'elle est pas tout à fait claquée ici. Voilà. Bon alors Guillaume, dis-moi, tu fais quoi dans l'entreprise Michelin toi? Alors je fais quoi dans la vie? Je fais quoi chez Michelin? Donc Guillaume Vidal, je suis responsable marketing opérationnel pour la France. Sur un périmètre produit qu'on appelle Beyond Road chez nous Michelin, qui ne doit pas parler à grand monde pour le coup, mais histoire de vous donner un petit peu plus de détails sur ce à quoi ça correspond. En fait, c'est tout ce qui est produit agricole, TP, génie civil et manutention. Souvent des gros pneus. Des gros pneus, en fait, Beyond Road pour tout ce qui est pneus hors route. En fin de compte, en route. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On a une belle vue aussi derrière. Ouais, donc alors là, on va faire le tour du site, c'est ça? C'est ça, des Carmes. Donc là, on est toujours, nous sommes partis de la place des Carmes et on va faire les trois quarts du tour du site en fait. Ah mais c'est notre camping-car devant. J'avais bien l'impression effectivement. Alors s'ils sont là, ils sont pas au bon endroit par contre. Bon, on va encore être à l'heure comme d'habitude. Alors ici, il se passe quoi? C'est le centre névralgique. Alors c'est le site d'origine il y a 130 ans, c'est ça? C'est ça. Ben, la première usine était là? Il y a effectivement le site des Carmes est un site historique pour Michelin, puisqu'il y a 130 ans que nous sommes présents sur le site des Carmes. Et aujourd'hui, donc, c'est la direction globale d'entreprise, c'est la direction au niveau mondial. En fait, toutes les décisions stratégiques se prennent depuis Clermont-Ferrand pour tout ce qui a trait au groupe Michelin. Et d'ailleurs, c'est un choix d'une grosse entreprise française du CAC 40 de garder son centre ici à Clermont et non pas d'être à Paris comme la majorité des grosses entreprises, quoi. Alors, c'est effectivement un choix délibéré qui a aussi amené, en fait, on était tout à l'heure sur la nouvelle place des Carmes qui a été inaugurée récemment, de donner en fait à l'accueil du siège principal de mon groupe en fait, qui est au CAC 40, d'avoir en fait quelque chose qui est à la mesure de ce que représente cette entreprise. Bon, n'hésite pas à me couper, à me dire où il faut aller, je vais essayer de faire attention aux panneaux et au feu. Mais alors on va prendre à droite là. Si j'en loupe, c'est compliqué à me parler de faire des choses comme ça. Ouais, effectivement, je découvre l'exercice. Voilà, d'habitude j'ai aussi le GPS, mais là pour le coup, comme tu connais bien la route, on va pouvoir s'en passer. T'as reçu les questions? Alors je suis en train d'en prendre connaissance. Alors on va démarrer les questions assez vite et puis on continue sur la droite. Ouais, tu les suis pour l'instant effectivement. On continue à faire le tour du site en fait. Là il y a une autre partie. Donc je vois Mélanie qui est en train d'essayer de m'appeler, par contre c'est peut-être pas très bon signe. Vas-y, réponds, va. En ce temps-là je vais meubler. Alors, on est en train de filmer, mais dis-moi. À mon avis le camping-car est perdu, où est-ce qu'on va, comment on fait voilà, ça peut être un petit peu ça au niveau des questions. Hop. Alors il faut voir que le site est bien sécurisé, si vous voulez rentrer. C'est avec un badge. Et donc
voilà, c'est forcément, il y a j'allais dire des secrets ici, puis une sécurité. Qui c'est qui est avec vous? C'est Guillaume bien Grandjean réalisé. On va le voir aussi de l'autre côté au niveau du site. On a sur la Parce que ligne, sinon, là forcément il y a des secrets aussi, il y a des essais de pneus. J'ai pu voir des essais de pneus sur des voitures électriques, sur des engins militaires. Voilà, forcément c'est. Il faut demander à Guillaume à ce moment-là qu'il revienne vers C'est pas une piste de ski, hein, c'est une piste tout simplement vers l'accueil. d'essai. Ça se coule un petit peu ici. Très bien. Bon, ça va, ils vont se sortir. Ils vont s'en sortir, ils ont quelques difficultés pour sortir avec le camping-car. Et, Ah, donc c'était pas le nôtre. Alors. Non, c'était pas le nôtre. Comme quoi, tu vois. Comme quoi. Ah bah oui, non, c'est vrai, il a des attaches vélo. C'est surprenant. Bon, alors, est-ce que tu as eu des questions Est-ce qu'ils t'ont envoyé les questions? Oui. J'ai la toute première question, effectivement. Quelle est la différence entre un pneu agricole Michelin et un pneu de F1? Est-ce qu'il y a des similitudes alors? Alors, il y a forcément des similitudes. La gomme peut-être? Il y a de la gomme peut-être. Globalement, ils ont déjà un premier point commun, c'est qu'ils sont bourrés de technologie. Contrairement à ce que pense l'immense majorité des gens, un pneumatique c'est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. Il y a plus de 200 composants qui rentrent dans la fabrication de pneumatiques, que ce soit un pneu de Formule 1 Michelin ou un pneu agricole Michelin à gauche, du coup, à droite, pardon, ou un pneu agricole Michelin. Dans les deux cas de figure, en fait, il y a plus de 200 composants qui rentrent en jeu. Ensuite, en fait, les différences au-delà de la taille, hein, évidemment, on va surtout pas chercher les mêmes performances à gauche à nouveau avec ces deux types de pneumatiques. Là où on va aller chercher en fait une déformation et un respect des sols en fait sur un pneumatique agricole, on va être dans de la performance pure routière sur un pneu de Formule 1 où globalement en fait ça ne fonctionne que sur du bitume, un pneu de compétition, un pneu de Formule 1. Donc on va aller chercher en fait un grip sur sol dur uniquement, là où un pneu agricole va nécessiter donc de la traction quand il va être en sol meuble, de la déformation donc pour transmettre le couple, également pour agrandir au maximum la surface d'empreinte au sol, pour limiter l'orniérage, limiter le tassement et permettre donc des économies de carburant, là où pour le coup en F1 la notion d'économie de carburant n'a pas les mêmes enjeux derrière tout ça, et donc accroître le rendement agronomique au travers des pneumatiques qui sont le seul point de contact en fait entre le véhicule et le sol. C'est là où il y a une grosse importance aussi dans le choix des pneus, pour suivre ces sujets-là régulièrement, c'est vrai que c'est important. Petite question, combien on met de temps pour concevoir un nouveau pneu agricole? Ça peut prendre combien de temps de recherche? Alors c'est très variable on va dire, mais on est sur des échelles de temps. Quand ça arrive à mon niveau, c'est-à-dire au niveau commercial, marketing et commerce, il y a tout un travail en amont qui est très long de la part des équipes de recherche, en particulier basées à Ladoux, puisque 75% des pneumatiques qui sont développés dans l'entreprise le sont faits depuis le centre de Ladoux, sur lequel nous allons passer le reste de la journée, mais ça se compte en années entre les premiers concepts, les développements de moules, l'industrialisation et la mise sur le marché. On est sur des process qui sont assez longs, même s'il y a des prototypes qui roulent avant et qui sont développés directement à partir du centre de recherche de Ladoux. Moi, pour avoir fait interview de pas mal de monde au niveau du centre de recherche et tous les différentes équipes, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est assez inimaginable de l'extérieur. C'est un peu comme le métier d'agriculteur, tout le monde pense que c'est simple. Comme tout le monde sur tous les métiers quasiment. On dit ah bah ouais mais c'est simple comme métier, mais non, en réalité c'est vrai que c'est hyper beaucoup de recherche, beaucoup de conception. Si on prend la comparaison là sur la question entre Formule 1 et puis pneu de tracteur, j'imagine que c'est pareil. Rien que dans la composition du pneu, il doit y avoir des différences énormes, et pas du tout les mêmes matières, les mêmes façons de les placer, de renforcer le pneu. Alors effectivement, il y a énormément de différences, et sans rentrer trop dans le détail, mais parmi les premières, un pneumatique de compétition, pas uniquement de Formule 1, on va plutôt parler de compétition globale, sur la compétition moto, auto, du rallye, tous les types de compétition automobile. On est en fait sur une recherche, sur des assemblages de gomme, on va rechercher un maximum de grip, c'est-à-dire de la performance pure, où les notions de
de résistance, d'usure, on va dire, on est sur du one shot. Le pneumatique, il a besoin en fait de parcourir une distance, d'avoir la meilleure performance sur une distance ou sur un temps d'utilisation qui va être réduit. Là où pour le coup, quand on va être sur un pneumatique agricole, il y a une notion de durabilité et de performance dans le temps qui va être recherchée. L'échelle de temps n'est pas du tout la même. On va aller à gauche après. À gauche. Ok. Pour le coup, autre différence, par exemple, sur un pneu agricole, aujourd'hui, dans notre gamme, nous n'avons que des pneus tubeless. Alors tubeless, c'est-à-dire avec chambre à air incorporée, c'est-à-dire qu'il est étanche sans mettre une chambre à air. Là où globalement, vu les durées d'utilisation d'un pneu de Formule 1, d'un pneu de compétition, potentiellement, ils n'ont pas la dernière enveloppe tubeless à l'intérieur, puisque la pression elle est mise sur un temps tellement faible qu'il n'y a pas de perte de pression, et ça peut permettre en fait de travailler dans ces conditions-là. Ce qui permet d'avoir un gain de poids au niveau du pneumatique, puisqu'on est dans la recherche de l'optimisation de la performance à l'extrême dans ces configurations. Ouais, donc ça veut dire qu'un pneu de compétition va se dégonfler si on le garde 3 mois à l'arrêt plus vite qu'un pneu normal vu qu'il n'a pas les mêmes enveloppes. Exactement, parce qu'en fait on va chercher à optimiser en fait encore un petit peu, encore au-delà en fait les performances de ce pneumatique. Allez, une question après. Une question après. Alors là, on est encore juste à côté de... Alors ça, c'est un autre site Michelin, effectivement. Nous sommes en train de longer le site industriel historique, lui aussi, de Catarou. De tête, il fait quasiment 1 km de long. Ah oui. En fait, et je crois que la portion la plus large, on va être sur quasiment 800 mètres de large pour le site. 1 km sur 800 mètres. Ouais. Ah yes. On va continuer là, on va aller presque au cœur de Clermont. Ouais, alors il faut se remettre aussi en perspective l'époque où tous ces sites-là ont été développés. L'urbanisation n'était pas du tout la même non plus à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des sites qui sont vraiment dans Clermont-Ferrand et Tramuros, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Ouais, ouais c'est la ville qui s'est créée autour de Michelin. Exactement. Bon, ce qui est un peu vrai aussi pour la vie de Clermont. Ouais, ce qui est complètement vrai, effectivement, puisque depuis 130 ans au moins, voilà, la vie est rythmée quand même autour de ce qui se passe chez Michelin, puisque l'impact sur l'économie locale est très important. Les salariés directs, puisqu'il y a près de 20 000 personnes qui sont salariés Michelin sur les différents sites clermontois, et donc tous les sous-traitants et les gens qui travaillent autour et avec Michelin. C'est sûr que sans Michelin, Clermont ce serait pas la même ville. Ce serait certainement pas pareil, effectivement. Ouais, les questions suivantes. Alors, question suivante qui n'a rien à voir avec la précédente. Je vais la prendre telle quelle. Alors, la taille, c'est ce qui compte, non? La taille de quoi? Bah écoute, je te laisse imaginer, on est dans le thème du pneumatique, donc je vais me contenter de répondre sur la partie pneumatique. Alors, en agricole, oui, la taille, ça compte. Et ça compte même énormément parce qu'en fonction du type de performance qui va être recherché, on n'obtiendra pas du tout les mêmes performances. Par exemple, sur un tracteur agricole, le diamètre maxi homologué sur tracteur sera très important. Notre recommandation, c'est toujours d'aller mettre le plus grand diamètre possible homologué sur tracteur. On estime qu'en fait, descendre d'un diamètre possible sur tracteur par rapport à ce que le constructeur préconise fait perdre en gros 10% de rendement sur le véhicule. Donc un tracteur 200 chevaux qui peut être chaussé à 1m95, on le chausse à 1m85, ben on ne pourra pas passer au-delà de 180 chevaux, on perd 10% de la puissance. Après j'allais dire, ouais, c'est vrai que la taille forcément ça va faire de la surface au sol en plus, vu qu'on a un plus grand diamètre. Après j'imagine que la technologie elle va être aussi très importante. À deux choix égales, là ça doit être quand même aussi quelque chose qui va marquer. Alors là on va tout droit par là. On va continuer tout droit. Ça marche. Puisque c'est pour les bus. Alors effectivement, et puis la taille ça compte aussi en fonction du type de travaux qui vont être à réaliser. Si c'est pour un encombrement réduit avec des interlignes à respecter, donc dans ce cas-là on va être sur des sections plutôt contraintes. On va chercher à avoir des sections de pneumatiques un petit peu moins larges. Et à l'inverse, si on est sur des travaux de portance avec un besoin de flotation, on va aller chercher à ce moment-là donc des pneumatiques qui vont être beaucoup plus larges, mais avec toujours la même recommandation, rester sur le plus grand diamètre possible sur le véhicule. Allez, on continue sur les questions. On continue sur les questions. Ils nous ont mis, on est à 3, non, comme ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut se faire tailler un short. Ouais.
voudrais pas abîmer mes pneus ici, hein, ça serait embêtant quand même. Ah bah là, il va falloir qu'il y en ait un qui prenne le bah ouais, là... Attention, je recule. Ouais, bah j'ai vu. Alors la suivante. Parce que le suivant a eu peur. Bon, et moi si je passe au rouge, ça fait pas non. Ça va être compliqué. Allez, la suivante. Aller labourer un F1, ça peut être fun. Aller labourer En Formule 1. en Formule 1. Ça peut être fun. Alors ça pourrait être fun, ce sera juste pas possible pour tout un tas de raisons. Transmission du couple, puisqu'on est sur des véhicules qui développent énormément de puissance. Et puis c'est juste alors pas... la puissance, c'est intéressant alors. C'est très intéressant, mais on n'arrivera pas à la passer. Il y aura des problèmes de garde au sol, il y aura des problèmes d'encombrement. Enfin, ce sera juste pas envisageable du tout. Même si la puissance brute, en tout cas du véhicule, peut être intéressante, mais il y a tout un tas d'autres raisons qui feront que c'est pas. L'histoire du couple, c'est vrai que parfois on compare la puissance d'un tracteur, on dit bah, c'est à 150 chevaux. Je dis ma voiture elle a 150 chevaux, mais elle ne développe pas du tout de la même façon. C'est ça. La transmission aussi. Et si on met des aussi gros pneus, c'est qu'en réalité on travaille sur quelque chose de lent, avec du couple. Et c'est vrai que j'allais dire, même les litrages en moteur, on va être sur du 6-7 litres de cylindrée, alors que sur une voiture, on peut avoir la même puissance à 150, parce qu'on monte dans les tours, on n'a pas du tout les mêmes recherches non plus. C'est ça, et puis après, il y a la notion de multiplication derrière, et la boîte de vitesse qui va être associée, là où un tracteur, on va chercher à aller à transmettre du couple à des vitesses plutôt réduites, la notion de couple n'a pas du tout la même importance, donc sur le véhicule, on va suivre la camionnette, on va aller à gauche. D'accord. Bon, ils n'ont pas mis d'autres questions alors? Si, il y en a d'autres. Je vais continuer. Allez. Alors, c'est grâce aux recherches sur les pneus agricoles que les pneus Formule 1 sont bons. Alors, encore une fois, c'est la compétition générale. La compétition aujourd'hui, c'est un des laboratoires en fait qui permet de faire évoluer les gammes de pneumatiques, puisque on va voir en fait en très peu de temps, sur un horizon de temps assez réduit, potentiellement une masse d'informations qu'on mettrait beaucoup plus de temps en fait à collecter sur un usage traditionnel. Donc effectivement, la compétition peut présenter un intérêt par rapport à ça. Et si on fait un focus davantage sur la partie Formule 1, et une des raisons pour lesquelles nous ne sommes plus aujourd'hui en Formule 1, c'est que aujourd'hui les formules actuelles sont sur des diamètres de jantes qui sont beaucoup plus petits que ce qui est utilisé sur les véhicules de tourisme grand public. D'accord. Et qu'en fait notre recommandation Michelin, c'est pour qu'on revienne en Michelin, en compétition je veux dire, en Formule 1, c'est d'avoir des diamètres de jantes qui soient plus grands pour que ça puisse justement servir le développement de pneumatiques tourisme pour le grand public. Et aujourd'hui c'est pas le cas parce que les diamètres de jantes utilisés sur les formules actuelles ne correspondent pas en fait à des diamètres de jantes utilisés sur le grand public. C'est les diamètres de jantes qui sont... Là on a des diamètres petits avec des grands pneus, donc ce qui ne correspond pas à une réalité c'est ça, tourisme entre guillemets. Voilà, si on regarde les pneumatiques du commun des voitures qu'on peut croiser aujourd'hui, on est sur des diamètres de jantes qui sont plus grands, avec des hauteurs de flanc qui sont plus modestes. Et donc en fait ce serait compliqué de transposer ce qu'on va pouvoir développer en Formule 1 aujourd'hui à des pneus grand tourisme. Et une des vocations effectivement de la compétition, c'est pouvoir s'en servir après pour les besoins du quotidien. Alors ça correspondrait mieux à du rallye ou à d'autres compétitions alors? C'est ça. Aujourd'hui en fait les diamètres utilisés sur les véhicules de rallye sont plus proches en fait de ce qu'on va trouver sur des pneus de tourisme. Donc là ça peut faire avancer aussi la recherche. D'accord. Il n'y a plus d'intérêt à y être côté recherche. Pour l'instant non. Si c'est pour l'image, vous cherchez peut-être les deux. C'est ça. Et alors après les réglementations en compétition sont en perpétuelle évolution. Et du coup ça c'est la réalité d'aujourd'hui, mais potentiellement peut-être à horizon de quelques années, cette réglementation va évoluer et à ce moment-là on se reposera la question de ce genre de choses. D'accord. Je passe à la question suivante. Allez. Pour changer les pneus, ah oui je vois que il y en a encore plein. Ah, il y en a encore plein. Pour changer les pneus sur un tracteur, ça prend plus de 30 secondes. Alors oui, je confirme, ça prend plus de 30 secondes. Tu as peut-être fait l'expérience. Oui. Et ça se passe un petit peu différemment. Effectivement, pour changer les pneus sur un tracteur, dans l'immense majorité des cas, la grosse différence par rapport à
l'ensemble des autres, ou à la majeure partie des autres véhicules, en fait on démonte pas la jante, on laisse la jante en fait accrochée au moyeu sur le véhicule et on démonte uniquement l'enveloppe avec un procédé qui est spécifique. Mais ça prend un petit peu plus de 30 secondes. C'est-à-dire que des monteurs aguerris peuvent changer les 4 pneumatiques d'un véhicule sur site. L'essentiel des montages se font sur site également. En 2 heures, ça peut se faire, mais il faut déjà quand même avoir un niveau de technicité assez important et fonction, encore une fois, de la taille des pneumatiques, j'y reviens. L'équipement dont il dispose. L'équipement dont il dispose en pneumatique, l'équipement et le niveau de formation dont va disposer également le technicien qui va réaliser l'intervention. Et comme on est sur des opérations qui sont quand même assez techniques, on dispense des formations pour accompagner sur le montage de nos produits, parce que à mettre sur le marché des solutions hyper technologiques, il faut qu'elles soient mises en œuvre dans des bonnes conditions aussi pour pouvoir en retirer la meilleure performance. Ok. Donc réponse à la question, non. Plus de 30 secondes. Alors, question future. Quel est ton regard sur l'agriculture en 2030 ? Alors, mon regard, on est en fait aujourd'hui... Là, je vais prendre tout droit. Ouais, je prends tout droit au rond-point aussi. Aujourd'hui, l'agriculture, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque je suis né et j'ai grandi sur une exploitation agricole et j'ai un parcours professionnel qui tourne autour de l'agricole depuis toujours ou quasiment. On est, contrairement peut-être à l'image que ça renvoie dans certains cas de figure, sur un domaine qui est hyper technique, hyper technologique, hyper pointu et qui évolue très très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle, il y a tout un tas d'applications, au niveau service en particulier, la démocratisation du télégonflage, d'autres solutions de mobilité qui sont en train de se démocratiser, avec de la chenille caoutchouc par exemple, qui est à se démocratiser au même titre que le télégonflage. Il y a toute une notion de service qui va accompagner ça. J'ai pas d'idée précise en fait de ce que ce sera en 2030, mais si on se concentre sur la partie pneumatique, je pense que il y a tout un tas d'évolutions sur l'utilisation des pneumatiques qui va être possible aujourd'hui, notamment grâce au télégonflage et à des solutions qui vont permettre d'aller plus loin dans la gestion de la pression au quotidien sur les pneumatiques. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans les années à venir. Et sur la partie pneumatique Michelin, on a une échéance en fait dans les objectifs de l'entreprise à horizon 2030. Aujourd'hui, il y a 28% de la composition des pneumatiques qui est soit produit de façon durable, soit biosourcée, soit recyclable. L'objectif à horizon 2030, c'est d'arriver à 40%. D'accord. Et l'objectif in fine, c'est d'être à 2050 avec 100% des composants de pneumatique qui seront soit produits de façon durable, soit biosourcés, soit recyclables. C'est un gros défi quelque part parce que c'est une attente de beaucoup de monde. On sait que voilà, ces produits-là ont une partie de produits recyclés ou biosourcés, mais aussi des parties dans du pétrole. Et donc forcément, comme pour tous les véhicules, le pneumatique en lui-même, pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus facile à... Bien que je pense qu'au niveau recyclage, ça a quand même énormément évolué aussi par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, ça a énormément évolué. Il y a des projets qui sont en cours justement pour permettre de recycler davantage d'éléments dans les produits constitutifs de pneumatique. Parce qu'on a cet objectif, voilà, la situation c'est 28% aujourd'hui, horizon 2030 40%, avec in fine horizon 2050 est à 100%, donc de matériaux biosourcés, recyclables ou produits à partir de matières renouvelables. Ok. Il nous a encore concocté combien de questions là? Ouais, j'en ai encore, on peut dérouler, on se rapproche tout doucement du site de l'ADOU où nous allons passer le reste de la journée. Allez, on va essayer de les faire assez vite quand même, parce que là... Des robots partout, mais avec toute chenille et j'aurai plus de pneus à vendre. Alors, effectivement, tu vas prendre la sortie qui est juste là. Ah, mais ça fait partie des réponses qu'ils auraient proposées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. En réalité, c'est la question et les réponses. C'est là à droite. Ouais, c'est là à droite. Alors, effectivement, la robotisation, nous étions à Innovagri il y a quelques jours de ça, la robotisation arrive à grands pas, voilà, avec de la chenille. Alors la chenille, elle répond à certaines contraintes, elle apporte certaines performances. On a racheté
la société Camso qui est leader mondial au niveau de la chenille caoutchouc. Ça c'est maintenant c'est... En face là-bas. Hop. Et effectivement, la chenille, elle arrive un niveau de la sortie ici. Elle amène un niveau de performance en fait sur certaines recherches, sur certaines utilisations qui est très intéressant. Je pense en particulier sur la traction lourde ou sur la capacité à porter de très lourdes charges avec un encombrement restreint. Mais elle ne résout pas tout et demain le pneumatique encore un bel avenir et la chenille ne sera pas en mesure de remplacer toutes les applications pneumatiques parce que pour le coup, notamment en termes de facilité de déplacement, en termes de déplacement sur route, il y a des choses qui seront beaucoup plus compliquées. Tu vas faire le tour du coup du petit rond-point qui est là et on va rentrer puisqu'on arrive sur le site. Alors là on arrive sur le site, donc on va arrêter les questions. Sur le site. Il y avait déjà une bonne partie de réponse et je vais mettre la caméra aussi pour regarder après l'arrivée sur le site. Hop, on va aller à droite. Tout de suite à droite. Et là, on va aller à droite. Je vais reprendre la caméra parce que franchement ça vaut le coup d'être vu. L'allée avec le site de l'Adoux, centre de recherche et d'essai. C'est ça. Là je prends. Alors tu vas prendre juste à droite ici, on va se mettre devant le site là-bas. Juste à gauche là. Alors il y a pas mal de monde qui bosse ici. Tu sais combien il y a de personnes qui... Alors sur le site de l'Adoux, il y a 3400 personnes. 3400 personnes. D'accord. On l'a pas dit tout à l'heure, mais le site des Carmes, donc le siège monde, il y a 3700 personnes. Et tu m'as dit tout à l'heure 125 000 personnes, c'est ça au niveau mondial? C'est ça, en gros 125 000 personnes dans le monde qui travaillent pour le groupe Michelin et globalement 20 000 en France. 20 000 en France répartis sur 20 sites, dont 16 sites industriels, 3 sites tertiaires et un site de recherche où nous sommes ici, le site de l'Adoux. Alors si tu peux venir ici, tu vas avancer juste et reculer le tracteur à ce niveau-là, ou nous mettre en marche avant peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oups, je vais pas abîmer le piquet. Alors là on sera un peu à contre-jour mais ça peut être sympa quand même. Je vais mettre un peu de travers comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça marche comme ça. Bon bah écoute, merci Guillaume pour toutes ces réponses. Et puis nous je pense qu'on va passer une bonne journée, donc à mon avis il va y avoir des choses à voir sur la visite du site, mais ça on verra sur les différents réseaux et la présentation aussi des différents ateliers qu'on a fait. Merci de nous avoir suivis. Allez, ciao. Merci.